Comment ne pas aimer Sébastien Vettel? Tu as marqué l'histoire de ton sport avec tes titres de champion du monde avec Red Bull et ton amour inconditionnel pour le cheval cabré. Il est l'idole d'une génération de fans. Bonjour, bonsoir. Sébastien Vettel est né le 3 juillet 1987 dans la ville de Eppenheim en Allemagne. Son premier repas a été un magnifique petit biberon et ensuite il a enchaîné avec une compote de ta gueule, on s'en fout. De savoir ses premiers mots ou de savoir quand il a fait caca. Même si en vrai ça m'intéresse un peu. Quoi? C'est pas moi. Nous, on veut savoir quand il a commencé à claquer des culs sur des circuits. En 2003, pour sa première saison en monoplace en Formule BMW, il finit vice-champion. Mais Vettel, lui, ce qu'il veut, c'est tout prendre. Donc il redouble, mais cette fois, il va casser la concurrence. Il va faire 18 victoires en 20 courses. 18 victoires en 20 courses. Phénoménal. En 2005, il enchaîne, il va en Formule 3 et termine 5e du championnat et meilleur rookie. Mais Vettel, encore une fois, ce qu'il veut faire, c'est une domination. Donc il redouble. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il redouble et il terminera champion. Ah non, ah non, non, non. Il terminera vice-champion contre un certain Paul Di Resta, mais après une lutte intense toute la saison. En parallèle, il fait ses premiers pas en Formule 1 chez BMW en tant que 3e pilote. Car à l'époque, être 3e pilote, cela a vraiment de l'intérêt. Tu vas rouler, tu vas faire des tests. C'est pas comme aujourd'hui où, mis à part faire du simulateur, bah tu sers à rien quoi. Coucou Théo Pourchère, comment tu vas? Je suis dégoûté pour lui, putain. D'ailleurs, au passage, Vettel est le pilote de Formule 1 à avoir reçu le plus rapidement possible une pénalité. Lors de ses débuts de pilote de réserve en 2006 chez BMW Sauber, Vettel a reçu une pénalité de 5 secondes pour avoir fait un excès de vitesse dans la pit lane. Il est un peu précoce comme le Vettel, non? Il fait ses débuts en Formule 1 en Grand Prix en remplacement de Robert Kubica, des suites de son accident au Grand Prix du Canada. Et honnêtement, que Kubica sorte indemne, respect, ouais, respect. Pour son premier Grand Prix de Formule 1 chez BMW Sauber, il terminera 8e en décrochant ses premiers points en Formule 1 et en devenant le pilote le plus jeune à marquer des points en Formule 1, en battant le record précédent de Fernando Alonso. Quand je vous dis qu'il est un peu précoce, désolé, mais bon, au bout d'un moment, il faut le dire quoi. À la suite de cette bonne performance, Red Bull veut directement le placer en Formule 1 en 2007. Sauf qu'ils ont un problème. Chez Toro Rosso à l'époque, ils ont deux pilotes titulaires pour 2007, Vittorio Liuzzi et Scott Speed. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont virer Scott Speed. Comme ça, il y a un baquet qui est disponible pour Vettel. Virer les pilotes en cours de saison, une habitude pour Red Bull depuis longtemps. Donc qu'on soit clair, le premier Grand Prix de Vettel chez Toro Rosso, c'est vraiment un Grand Prix d'apprentissage. Il découvre la voiture, il découvre les équipes, donc calmos, il ne fera pas de choses extraordinaires. Mais plus tard dans la saison, au Grand Prix du Japon, Vettel va faire la première Q3 de Toro Rosso de son histoire, à seulement 59 millième de la Red Bull de Mark Webber et en éliminant au passage la Red Bull de David Coulthard. Imaginez aujourd'hui en 2024 une Red Bull se faire battre par une Visa Cash App RB sans contact. Ah bah non, en fait c'est la réalité parce qu'on a Perez. Oui, c'est la réalité. Oui, c'est un tir gratuit envers Perez. Oui, désolé. Pour la course le dimanche, dans un premier temps, Vettel va faire un petit bisou à Fernando Alonso avant que Alonso fout sa McLaren dans le mur. À ce moment-là, il a la neutralisation de la course pour l'intervention de la voiture de sécurité. Et Vettel de son côté est en passe d'aller chercher un podium pour Toro Rosso. Malheureusement pour Vettel, durant la voiture de sécurité, il va s'accrocher avec Mark Webber. Et malheureusement, les deux pilotes doivent abandonner. Oh, la bonne ambiance qu'il devait avoir dans la famille Red Bull, c'était incroyable. Grâce à ses performances, mais aussi surtout à Red Bull qui veut prouver que Vettel est le pilote numéro 1, ils le reconduisent pour 2008 chez Toro Rosso. Alors le début de saison en 2008 de Vettel, il n'est pas du tout optimal, pas du tout. Déjà, c'est très simple, la fiabilité du moteur Ferrari, on dirait un moteur Peugeot PureTech quoi. Il y en a pas, il y a pas de fiabilité. Ça... En Malaisie, il doit abandonner sur problème moteur. À Bahreïn, il part en tête à queue à cause d'un problème moteur. Mais la lueur des sports arrive au Grand Prix de Monaco où Vettel marquera ses premiers points de la saison. Le 14 septembre 2008, Sébastien Vettel rentrera dans la légende de la Formule 1 en devenant le plus jeune pilote de la Formule 1 à gagner un Grand Prix de Formule 1. Oui, le talent il est là, et là il n'y a pas de doute dessus. Faut quand même se rappeler que de base, Toro Rosso, ils sont habitués à jouer les P15, P12 et de jouer au grand maximum des points. Grâce à lui, Toro Rosso passera de l'ombre à la lumière. Mais pour Vettel, son avenir est déjà tracé. David Coulthard, pilote Red Bull, avait annoncé quelques Grands Prix auparavant sa retraite de la Formule 1. Et Red Bull veut promouvoir son académie de jeunes pilotes, donc logiquement, Vettel ira chez Red Bull en 2009. Et Vettel deviendra un pilote Red Bull à seulement 22 ans. Vous faisiez quoi vous à 22 ans? Parce que moi personnellement à 22 ans, je raconte l'histoire d'un mec qui a pissé sur la Formule 1 après l'échec d'une prépa. On n'a pas tous la même vie, ça c'est clair. Pour 2009, la Formule 1 rentre dans une nouvelle ère avec un tout nouveau règlement. Et Red Bull, avec Adrian Newey, veulent inverser la hiérarchie pour devenir un top team. La première décision forte d'Adrian Newey, il refuse catégoriquement d'installer le système KERS dans ses voitures, qu'il juge l'effet trop peu pertinent par rapport au poids qu'il rajoute à la monoplace. Et pour sa première qualification chez Red Bull, il se qualifiera 3e. Pour le dimanche, la fougue et la jeunesse de Vettel lui feront défaut. Après une bonne entame de Grand Prix, Vettel se retrouve alors 2e. Mais le pilote allemand est en délicatesse avec ses pneus. C'est comme moi avec mon ventre. Je suis pareil, je suis en délicatesse, à tout moment je pars aux toilettes, je vous le dis. À 3 tours de la fin, Robert Kubica a très bien compris le problème de Vettel et décide de l'attaquer. Bien évidemment, les deux pilotes s'accrochent et Vettel et Kubica, en manque d'appui et en perdition, vont s'écraser dans le mur 500 mètres plus loin. Pour le deuxième Grand Prix en Malaisie, sous des trompes d'eau, Vettel partira à la faute à cause de l'aquaplaning. Bon, après pour l'aquaplaning, pas trop sa faute non plus, on va pas se mentir. Au Grand Prix suivant en Chine, Vettel démontrera tout son talent sous la pluie en étant impérial. Il va faire la pole position et la victoire. Et en menant le premier doublé de Red Bull. 5 Grands Prix plus tard, Vettel refera une victoire impériale en faisant la pole, la victoire et le meilleur tour. Ça sera son premier hat-trick en Formule 1. Mais surtout, c'est qu'à ce moment-là, on commence à voir Vettel comme un prétendant au titre, car il n'est qu'à 2 points de Rubens Barrichello. Certes, il est à 25 points de Jenson Button, mais le gros problème de Rubens Barrichello et de Jenson Button, c'est qu'ils sont dans une Brawn, une écurie qui a été rachetée par Ross Brawn pour $1 symbolique, qui n'a pas du tout le rythme de développement de Red Bull. Red Bull
de leur côté sont dans la pente croissante, alors que de leur côté, Braun sont dans la phase descendante. Et au Japon, Vettel fera encore une fois une masterclass en faisant la pole, la victoire et le meilleur tour. Il décroche alors sa 4e victoire en Formule 1. Malheureusement pour Vettel, ses espoirs de titre disparaîtront quand il restera bloqué en Q1 au Brésil. Et même avec une victoire spectaculaire de Vettel en remontant jusqu'à la 4e place, cela n'est pas suffisant et Jenson Button devient alors champion du monde de Formule 1. Et pour le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, Sébastien Vettel s'imposera dans un Grand Prix qui était complètement chiant. De toute façon, c'est Abu Dhabi, il n'y a rien à faire, on s'emmerde. Pour sa première saison chez Red Bull en Formule 1 à seulement 22 ans, il termine vice-champion de Formule 1 et en battant le très expérimenté Mark Webber en qualification 15-2. Le phénomène s'est révélé et on attend avec impatience la prochaine saison. En 2010, on attend la confrontation entre Fernando Alonso et Sébastien Vettel. La saison commence très fort pour Vettel car il fait la pole position à Bahreïn. Malheureusement, le moteur Renault lui a dit ni ta mère. C'est Fernando Alonso qui s'impose pour sa première saison en rouge. Alonso va-t-il ramener le premier titre de Ferrari et faire oublier Michael Schumacher? Non. En Australie, on continue sur la bonne fusée Vettel qui fait la pole position. Par contre, gagner, c'est un peu plus compliqué. Notamment car la RB6 de Vettel décidera de craquer. Les freins, ils ont dit « Oh bah j'avais la flemme quoi ». Du coup, Vettel, c'est le mur. Et allez, deuxième victoire à la poubelle, c'est cool. Mais le plus important pour Alonso, c'est qu'il marque des points pendant que Vettel est dans le gravier. Donc pour Ferrari, ils ont un objectif qui est très simple, rester constant et ne pas abandonner pour continuer à creuser l'écart sur Vettel. Pas de chance. En Malaisie, les Red Bull font 1 et 2 pendant que le moteur de Fernando Alonso se transforme en barbecue. Le duel qui se profile alors est un duel entre Fernando Alonso et Sébastien Vettel. Sauf qu'il y a un nouveau challenger, Mark Webber, qui va enchaîner avec 2 victoires consécutives. Et si Mark Webber allait remporter son premier titre de champion du monde? On arrive en Turquie, mais on est sûr d'une seule chose, la calvitie qui arrive. Ah non, ça pardon, c'est moi. La guerre en interne chez Red Bull. D'un côté, vous avez un jeune loup qui a faim, et de l'autre côté, vous avez Mark Webber qui découvre l'ivresse des victoires. Mais Christian Horner, le team principal de Red Bull, nous assure qu'il n'y a pas de guerre en interne chez Red Bull, qu'ils sont de grands pilotes et de grands garçons, et qu'ils se laisseront suffisamment de place. Ouais, eh ben ils ont pas trop écouté. Les deux pilotes s'accrochent après une attaque de Vettel sur Webber. Vettel, lui, doit malheureusement abandonner, et de son côté, Mark Webber arrive à sauver les meubles en terminant 3e. Fernando Alonso n'arrive pas à profiter de l'accident car il ne terminera que 8e. Pour ne pas arranger les choses, au Grand Prix du Canada, les 2 McLaren de Jenson Button et de Lewis Hamilton feront un doublé. J'ai une question. Vous avez déjà vu un Australien voler? Maintenant, oui. Vettel, lui, s'envolera pour la victoire pendant que Fernando Alonso ne pourra faire mieux que 8e. Là, chez Ferrari, c'est la sauce, la méga sauce bien épaisse. On arrive au Grand Prix de Silverstone et Red Bull apporte une amélioration sur l'aileron avant. Un aileron avant pour Vettel et un aileron avant pour Mark Webber. Pas de chance, le nouvel aileron avant de Vettel se casse durant les essais. Il décide alors de prendre le nouvel aileron de Mark Webber et de le mettre sur la voiture de Vettel. Ce qui est con, c'est que c'est Webber qui gagnera le Grand Prix sans le nouvel aileron avant. C'est un peu con là, c'est un peu le malaise. En Allemagne, c'est Fernando Alonso qui s'impose avec le Felipe Fernando is faster than you. Et en Belgique, à Spa, les 2 prétendants, ils abandonnent. Au moins ça c'est clair, net, précis. Mais Alonso n'a pas dit son dernier mot et pour son premier Grand Prix en rouge à Monza en Italie, il fera la pole et la victoire. Il enchaînera ensuite avec la victoire à Singapour, ce qui remet clairement Alonso dans la course à seulement 11 points de Mark Webber. Au Japon, les Red Bull dominent et Vettel fait du Vettel en faisant la pole et la victoire. Malheureusement, la Corée du Sud sera un drame complet pour Red Bull. Mark Webber part à la faute et met sa voiture dans le mur pendant que le moteur de Sébastien Vettel se transforme en barbecue. Et Alonso, le renard des surfaces, il en profite en mettant un 25-0 à Mark Webber et Sébastien Vettel. Pour l'avant-dernier Grand Prix de la saison au Brésil, Red Bull sauve les meubles en faisant un doublé et en devenant au passage pour la première fois de leur histoire champion constructeur. Mais bon, qu'on soit clair, le champion constructeur, on s'en bat les couilles, nous ce qu'on veut c'est le championnat pilote. Mais Vettel, pour la dernière course de la saison à Abu Dhabi, il n'est pas maître de son destin. Il y a 4 pilotes qui peuvent remporter le titre pilote. Mais durant ce Grand Prix, on aura droit à une masterclass de Ferrari dans le mauvais sens du terme. Ferrari, en voulant se protéger de Mark Webber, ont couvert sa stratégie. Le problème, c'est qu'ils ont oublié un petit Allemand, Sébastien Vettel, ils l'ont un peu oublié. En se protégeant de la stratégie de Webber, Fernando Alonso il se retrouve derrière Vitaly Petrov, qu'il sera incapable de dépasser. De son côté, Vettel ira chercher les 25 points de la victoire et deviendra alors le plus jeune champion de l'histoire de la Formule 1. Par contre, Vettel a dû avoir les 30 secondes les plus longues de sa vie. Il franchit la ligne en première position, c'est bien, c'est très bien, mais il ne sait pas si dans le dernier tour, Fernando Alonso a dépassé Petrov avant que son ingénieur lui annonce à la radio. En 2011, il mettra tout le monde d'accord car il va exploser la Formule 1, la première domination de Vettel. En 19 courses, c'est 12 victoires, 18 pole positions et 17 podiums. S'il y avait encore des personnes qui avaient des doutes sur son talent, là en 2011, il a claqué des culs. Vettel, je te sers la pince, bien joué, t'as tout enculé. Pour 2012, l'objectif est très simple, faire comme en 2011. Le problème, c'est que ça va être un peu plus compliqué que prévu. Cette course, 7 vainqueurs différents. Et Vettel, lui, commence la saison avec une seule victoire en 13 Grands Prix, qui est un peu une anomalie pour Vettel quand même. Est-ce que Vettel est finito? La fin de Vettel? Vous êtes drôle. Vettel, c'est un peu comme un bon vieux diesel d'Opel Meriva. Ça met du temps à démarrer, mais quand ça démarre, ça marche. C'est très simple. Vettel, après le Grand Prix d'Italie, il est énervé. Il a fait 4 victoires consécutives. En 4 Grands Prix, il a récupéré 100 points. À Abu Dhabi, il est disqualifié de la séance de qualification pour ne pas avoir eu suffisamment d'essence dans la voiture. Il doit alors s'élancer de la pit lane. Mais vous croyez vraiment que ça va l'arrêter? Non. Ni même un petit bisou avec le panneau de DRS, ni même Jenson Button pourra ralentir la remontada de Vettel. Et en partant de la dernière place, il remontera jusqu'au podium. Ouais, c'est une petite course, vraiment tranquille, rien à faire. Et pour le dernier Grand Prix de la saison au Brésil, la tension entre Fernando Alonso et Sébastien Vettel est intense. Nous avons d'un côté Sébastien Vettel qui peut devenir le plus jeune triple champion du monde
monde de Formule 1, et de l'autre, Fernando Alonso qui peut ramener son premier titre à Ferrari. La tension entre les deux est tellement intense qu'avant la course, ils se lancent des regards, mais des regards pas très sympathiques, hein, vraiment des regards. En gros, je vais te défoncer. Vettel prend un départ plutôt merdique, il faut être honnête, hein, son départ c'était de la merde, et se fera percuter par Bruno Senna. Il part alors dernier et il doit absolument remonter pour gagner le titre. Mais Vettel est survolté, et même si Alonso termine deuxième, c'est Sébastien Vettel qui deviendra triple champion du monde. D'ailleurs, durant cette course, on a eu droit à un magnifique moment. Ça a été le moment où Michael Schumacher a laissé passer son ami Sébastien Vettel. Voir une légende laisser passer une autre légende, c'était beau. D'un point de vue poésie, histoire, c'est magnifique. Et Alonso, à la fin de la course, il était un peu dégoûté, quoi. Pour 2013, on reprend les mêmes, Vettel et Alonso. Sauf que cette fois, Alonso, il sera un peu loin, quoi. Il sera un peu à la rue. Vettel, à la fin de la saison, il mettra 155 points à Alonso. Là, clairement, il n'est pas match. La seule fois où il a abandonné, c'est à Silverstone sur problème mécanique. Et il aura le record de victoires en une saison avec 13 victoires. Et le nombre consécutif de victoires avec 9 victoires d'affilée. Et comme cela ne suffisait pas, Vettel, il a fait une pole depuis son garage. Oui, c'est pas une blague, hein, c'est pas une blague. C'est à Singapour, il fait une première tentative en qualification et il met 7 dixièmes à tout le monde. Là, au moins, c'est simple, c'est efficace. Mais à ce moment-là, Red Bull estime que cela ne sert à rien de faire ressortir Vettel. Et donc Vettel, il est dans son garage, il regarde la télé, tout le monde améliore, mais personne ne prendra sa pole position. Vettel, sur la dernière course, il y avait 225 points disponibles. Vettel en a pris 225. Voilà, au moins là, il n'y a pas de gâchis. En 2013, avec une saison où il a tout battu, il deviendra quadruple champion du monde de Formule 1 à seulement 26 ans. Malheureusement pour nous, fans de Vettel, sa domination s'arrête en 2014. La première raison, c'est que Vettel déteste la nouvelle réglementation. Pour lui, les V6 turbo hybrides, c'est de la merde. Et il a un peu raison, c'est vrai. Les voitures sont devenues beaucoup plus larges, beaucoup plus grosses et beaucoup plus lourdes. La deuxième raison, c'est qu'il va se faire remettre en place par un certain Australien, Daniel Ricciardo. Vous le connaissez, Daniel Ricciardo? Moi, je le connais pas. Vous le connaissez? Malheureusement, il a quitté la Formule 1 à Singapour. Fait chier. Ricciardo, de son côté, ira chercher 3 victoires, pendant que Vettel ira chercher 0 victoire. Rien, nada, y a rien. Et à la fin de la saison, Vettel décide de quitter la maison Red Bull pour la maison Ferrari. Mais surtout, ce que veut faire Vettel, c'est marcher dans les pas de son idole Michael Schumacher. Comme s'il voulait prouver une légitimité à son surnom Baby Chou. Il n'a pas fallu longtemps avant d'attendre sa première victoire. Dès le deuxième Grand Prix en Malaisie, Sébastien Vettel, grâce à une stratégie masterclass de la part de Ferrari, oui, c'est possible, en s'imposant devant les deux Mercedes intouchables de Lewis Hamilton et de Nico Rosberg, en devenant le 38e pilote de Formule 1 à s'imposer avec Ferrari. Il ne va clairement pas s'arrêter là et son amour pour la Scuderia va le porter à 2 autres victoires cette saison. Il gagnera en Hongrie en dédicaçant sa victoire à Jules Bianchi. Il fera sa dernière victoire à Singapour, un circuit qu'il adore, qu'il affectionne, où l'oiseau Sébastien Vettel s'est envolé. Il termine la saison à la 3e place du championnat et le seul pilote à pouvoir titiller les Mercedes. Pour 2016, la Scuderia est prête et chargée à bloc pour aller gagner un titre face aux Mercedes. Et même en interview, Sébastien Vettel dit qu'il a nommé sa voiture Victoria comme la dernière reine d'Italie, en faisant référence qu'elle a une couronne sur la tête, donc forcément la voiture elle aura une couronne sur la tête. Bon là c'est un peu loupé quoi. Cette saison c'est 0 victoire, des problèmes mécaniques notamment à Bahreïn où la voiture de Vettel s'est transformée en chicha et des erreurs de stratégie et des moments de malchance comme en Russie où Vettel s'est fait refaire le cul par Daniel Kvyat. Bon pour le titre de champion du monde on repassera. À la fin de la saison 2016, Nico Rosberg est champion du monde de Formule 1 et décide de se casser, ce qui laisse de facto Sébastien Vettel et Lewis Hamilton favoris pour aller se battre pour le titre en 2017. Et celui qui deviendra champion du monde sera le pilote qui a marqué sa génération. Et les essais hivernaux nous le confirment avec la grande forme de Ferrari et de Mercedes. La saison 2017 de Vettel se résume en 3 actes. L'espoir, le doute, la dépression. L'entame de saison commence très bien pour Vettel avec une victoire. Alors oui, il a été aidé notamment par Max Verstappen qui a bloqué Lewis Hamilton et aussi à l'intervention de la voiture de sécurité virtuelle. On est d'accord, la victoire a été offerte, mais cela reste une victoire. Dès le week-end suivant en Chine, Lewis répond à Vettel avec une victoire. Donc là on est après 2 grands prix, tous les deux ont une victoire, tous les deux ont terminé 2e. Le championnat va être bien. Là on va se battre, ça va être bien. Ils vont être au coude à coude jusqu'au Grand Prix de Monaco où Vettel fera le premier break de la saison. Où Sébastien Vettel, après une victoire magistrale, s'impose alors que Lewis Hamilton ne peut faire mieux que 7e. Mais la tension entre les deux grands champions du monde va exploser à Bakou. Après l'abandon de Daniel Kvyat à cause d'un problème électrique, il y a l'intervention de la voiture de sécurité. Les leaders en profitent alors pour rentrer au stand pour mettre des pneus frais. Au 16e tour, la voiture de sécurité est de nouveau de retour, tout simplement pour enlever des débris sur la piste. Et au 19e tour, c'est le drame. Lewis Hamilton ralentit franchement à la sortie du virage et Vettel, qui ne s'attendait pas à un ralentissement si fort de sa part, le percute. Vettel, à ce moment-là, il pète un câble, il voit rouge et décide d'aller percuter avec son pneu avant le pneu de Lewis Hamilton. Et Vettel, à cause de ce geste, se prendra un stop and go de 10 secondes. Ce qui est la pénalité la plus dure avant de se faire exclure. Mais de son côté, pour Hamilton, on peut se dire non mais il va gagner, c'est bon. Vettel a une pénalité, tranquille, il va gagner. Malheureusement, non. Hamilton doit lui rentrer au stand pour changer d'appui-tête. Donc il a piloté avec une main sur le volant et une main sur l'appui-tête à 300 km/h. Oui, tout va bien. Non mais au bout d'un moment, tout va bien quoi. Finalement, c'est Vettel qui ressort gagnant de ce Grand Prix avec 2 points d'avance sur Hamilton. Ça va être un duel serré entre les deux jusqu'à la pause estivale où Vettel part en vacances avec 14 points d'avance sur Lewis Hamilton. Et Hamilton, à la rentrée des vacances, il est motivé comme jamais, il va faire une victoire à Spa et à Monza. Mais d'un côté, on va dire que c'est normal. Tout simplement parce que la Mercedes d'Hamilton, elle a beaucoup plus de moteur et Hamilton vient de gagner sur 2 grands prix où il faut du moteur. Mais Ferrari se veut rassurant avec la tournée asiatique qui commence. Ferrari ont tout simplement raison car à Singapour, Vettel va nous décrocher la pole. Le problème, le dimanche, c'est que le doute s'est transformé
en désespoir. Le dimanche, il pleut, mais il pleut sa mère, mais il pleut le décor, vraiment il pleut, et ça va créer un carnage au premier virage. Vettel veut sécuriser sa première place et va bloquer Verstappen. De son côté, Kimi Raikkonen fait un excellent départ et vient s'accrocher avec Verstappen, qui vient percuter Vettel. Quelques instants plus tard, Vettel perd le contrôle de sa monoplace et vient faire un petit bisou au mur. C'est littéralement open bar pour Hamilton qui récupère la première place et va infliger un 25-0 à Vettel. Fait chier putain. En Malaisie, à cause d'un problème moteur, Vettel ne peut pas participer à la séance de qualification, il doit partir dernier. Néanmoins, Vettel n'abandonne pas et le dimanche, il sauve les meubles en terminant 4ème, qui au passage, durant le tour de décélération, se fera percuter par Lance Stroll. Du coup, Vettel a utilisé la Sauber de Pascal Wehrlein comme taxi. Par contre, les problèmes pour Vettel d'un point de vue mécanique vont continuer au Japon. Il devra abandonner à cause d'un problème mécanique, mais surtout à cause d'une putain de bougie. Voilà, donc Vettel a dû abandonner au Japon alors qu'il avait une bonne voiture à cause d'une bougie. Voilà, c'est la fin, c'est mort. Allez, le titre, salut. Et bien évidemment, Vettel a abandonné pendant que Hamilton prend la victoire. Sinon, c'est pas drôle. Au Grand Prix des États-Unis, cela revient à la normale. Malheureusement, c'est trop tard. Mais Vettel, il ne veut surtout pas abandonner. Et au Grand Prix du Mexique, il fait la pole position. Alors qu'il fait la pole, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Malheureusement, c'est un peu le pire endroit pour faire la pole. Ou tout simplement, c'est une ligne droite où tu as la place pour faire atterrir un avion. Donc oui, tu fais la pole, c'est très bien pour Vettel, je suis content pour toi. Malheureusement, les concurrents derrière toi, et notamment Lewis Hamilton, ils auront le temps de prendre ton inspiration. Le drame arrive au deuxième virage où l'aileron avant de Vettel va se poser sur la roue arrière de Lewis Hamilton. Vettel doit absolument gagner ce Grand Prix pour retarder le sacre de Lewis Hamilton. Hamilton, lui, de son côté, sera bloqué derrière une Renault pendant beaucoup trop longtemps. Pour une fois que les Renault en Formule 1 servent à quelque chose. Hein? Quoi? J'ai rien dit, c'est pas moi. Hamilton termine 9ème, ce qui lui permet de devenir quadruple champion du monde de Formule 1. Mais allez, on se motive, on motive les troupes et Vettel a encore faim, il veut montrer à tout le monde qu'il est capable de ramener un titre pour Ferrari. On va avoir droit à l'espoir puis à la dépression. Là au moins ça va être net, précis, on n'a pas le doute. Non, le doute il n'existe plus, là c'est espoir, dépression. Au début on a de l'espoir, notamment avec les 2 victoires consécutives de Vettel. Par la suite on va avoir la victoire au Canada, alors qu'Hamilton ne peut faire mieux que 5ème. Dans les autres motivations d'espoir, on a notamment le Grand Prix d'Autriche où Hamilton il abandonne. Et le clou du spectacle de Ferrari et de Vettel, c'est qu'ils vont s'imposer à Silverstone dans la maison de Mercedes. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, hein? Tout. Déjà, on va avoir la pluie au Grand Prix d'Allemagne. Alors, le samedi, Vettel, il fait un tour, encore une fois, de pole position magistral. Voilà, il n'y a aucune différence. Vettel, c'est Vettel, la pole position, il sait faire. La pluie, elle a dit non. Vettel est en pneu slick, sous la pluie, ça glisse, il fait une petite erreur dans le mur. Hamilton gagne, 25-0. Salut, au revoir, bonne soirée. Vettel, à ce moment-là, il le sait, il a la capacité avec cette voiture de gagner le titre mondial avec Ferrari. Mais en voulant trop en faire, il va se brûler les ailes. Comme à la chicane où Vettel est à l'intérieur, Hamilton est à l'extérieur, il y a touchette. Vettel part en tête à queue à Monza, à domicile avec une Ferrari. Hamilton gagne à Monza pendant que Vettel déprime. Vettel vient de perdre chez lui en Allemagne et il vient de perdre à Monza chez les Tifosi. D'un point de vue mental, se relever après ça, ouais, bon courage Seb. Hamilton va enchaîner avec 4 victoires d'affilée. Vettel mange des miettes et va faire des erreurs, comme au Grand Prix du Japon et au Grand Prix des États-Unis. Cette année, chez Ferrari, ce n'est pas la machine qui a craqué, c'est l'homme qui a craqué. On va même avoir droit à des mèmes sur Vettel, avec notamment le Sbinala. On est en train de faire des mèmes sur un quadruple champion du monde quand même. Hein. Pour 2019, le roi Vettel est dérangé par le prince Charles Leclerc. Vettel n'est clairement plus le mécène que voyait la Scuderia. Mais ne vous inquiétez pas, Mattia Binotto, le team principal de Ferrari, nous rassure que la cohabitation va bien se passer. Hein. Il n'y a pas de pilote numéro 1, pas de pilote numéro 2. Bizarre, il y a un certain team principal de chez Red Bull qui a dit ça 9 ans plus tôt, ça a mal fini. Eh ben ça a mal finir. Dès le deuxième Grand Prix de la saison, Vettel se prend une pilule par Charles Leclerc en qualification et Leclerc est à 2 doigts d'aller décrocher sa première victoire en Formule 1. Pendant que Vettel, en se battant avec Hamilton, il part en tête à queue. En plus, le pauvre, c'est qu'en voulant rentrer au stand, son aileron avant se décroche, il n'y a rien à sauver. Et en plus, de son côté, Charles Leclerc a un problème moteur. Et en Chine, certes, Vettel termine devant Charles Leclerc, mais c'est grâce aux consignes d'équipe de Ferrari qui ont laissé passer Vettel. Et Vettel était plus rapide grâce au DRS. Donc, si tu es plus rapide avec le DRS, ça veut dire que sans le DRS, tu es un peu moins rapide, ou en tout cas, tu kiff. Malheureusement, bon, bah, Ferrari, ils ont inversé les positions. Et voilà, quoi, c'est la merde. Hein. Puis voilà, puis. Hein. Et quand Vettel a la capacité de se battre en piste, il refait le cul de Verstappen à Silverstone. Alors que précédemment, nous avons eu droit à des batailles magnifiques entre Charles Leclerc et Verstappen. Bon, comment dire qu'à ce moment-là, tous les fans de Vettel ont quitté le navire et les fans de Formule 1 ont préféré le prince au roi. En parlant de couronnement, Charles Leclerc, vous le savez, il va gagner à Monza en 2019 en devenant clairement le patron de la Scuderia, pendant que Vettel, de son côté, il est parti en tête à queue. Alors bien évidemment, Vettel rattrape sa bêtise de Monza en gagnant à Singapour devant Charles Leclerc, mais cette victoire est un peu offerte entre gros guillemets à Vettel, dans le sens où ils ont fait rentrer Vettel en premier, mais il y avait une telle différence entre des pneus usés et des pneus neufs que Vettel, avec son tour de sortie, a été plus rapide que Charles Leclerc. Donc Charles Leclerc s'est fait piéger par Ferrari. Donc tu te fais piéger par ta propre équipe quoi. Mais pour les fans et la presse, cette victoire a été volée à Charles Leclerc
faire et que oui, Vettel a gagné, mais bon, ok, le vainqueur, on va dire moral, c'est Charles Leclerc. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer pour Vettel, quoi? Parce que là, vraiment, d'un point de vue émotionnel, on est vraiment plus bas, quoi. Ah si, que le roi déchu et le futur roi s'accrochent au Brésil. Cet accrochage a scellé l'avenir de Vettel chez Ferrari et a fait aussi beaucoup couler d'encre. En quelque sorte, Vettel a subi ce qu'il faisait à Mark Webber chez Red Bull à l'époque. Dans cette saison 2019, il ne pouvait avoir qu'un gagnant, et ce gagnant, c'est Charles Leclerc. En 2020, le monde se confine, le petit virus pas très sympathique, et durant ce magnifique temps, on apprend que Vettel quittera la Scuderia à la fin de la saison. Alors au début, avec les articles qu'on a, on nous dit que c'est un arrangement 50-50. Les deux ne voulaient plus continuer ensemble. Et par la suite, on arrive enfin au premier Grand Prix en Autriche, et Vettel dit clairement en interview qu'il voulait continuer avec la Scuderia, et qu'on l'a jeté dehors. Et Ferrari ont jeté à la poubelle un quadruple champion du monde. En tout cas, super quoi, la classe de Ferrari quoi, c'est cool. Sur la saison 2020 de la part de Vettel, il n'y a rien à sauver, mis à part un podium en Turquie. Sinon, il n'y a rien. Je veux dire, la voiture n'est pas là, la voiture c'est une poubelle rouge, voilà. T'as rien, tais-toi, t'es nul. Mais le petit cadeau de Vettel envers la Scuderia, c'est au Grand Prix à domicile de Ferrari ou Mugello. Il annonce sur le Grand Prix à domicile de Ferrari qu'il rejoindra le projet Aston Martin. Du coup, le Grand Prix à domicile de Ferrari, c'est pas qu'on s'en fout, mais on s'en fout un peu quand même. Ouais, on s'en fout beaucoup. Ce qui va faire grand bien à Vettel d'à nouveau se faire considérer par son équipe et non comme un pilote qui spin tous les 4 matins. Le problème, car il faut toujours un problème, c'est que la voiture d'Aston Martin en 2021, elle n'est pas au niveau. Pour la première séance de qualification avec Aston Martin, 18e. Ouais, ça pique. Au moins, cela ne lui change pas de Ferrari. Et pour sa première course en vert chez Aston Martin, il fera un accident avec Esteban Ocon. On ne part clairement pas sur de bonnes bases. Et surtout, c'est que la presse et les fans commencent un peu à perdre patience face à Sébastien Vettel. Mais Vettel, à bas coup, il répond et inscrit le premier podium d'Aston Martin en Formule 1. Il met sa première pièce à l'édifice du projet Aston Martin en Formule 1. En Hongrie, il se bat pour la victoire contre Esteban Ocon et termine deuxième avant de se faire disqualifier pour ne pas avoir suffisamment d'essence dans la voiture. Il termine 11e du championnat et très loin des espoirs de victoire. Et en 2022, on se dit, ok, nouvelle réglementation, Vettel, Aston Martin, il y a beaucoup d'argent, ça va bien se passer. Bah non, en fait. Et en plus, c'est que pour les 2 premiers Grands Prix de la saison, Vettel a attrapé le magnifique petit virus, super cool. Mais les rumeurs disent plutôt que Vettel a vu le niveau de compétitivité de Aston Martin et il s'est dit, bah non, en fait, non, je vais pas rouler avec ça, donc non. Oh, je suis malade, mince, oh, c'est con, putain. Et on va pas se mentir, il avait un peu raison, parce que la première qualification d'Aston Martin, c'est 17e et 19e. Les victoires, on oublie, hein, ouais, les victoires, là, le titre, ouais. Même les podiums, même les points, on oublie, là. Et en Arabie Saoudite, Hülkenberg, donc celui qui l'a remplacé, termine 12e, mais à 91 secondes du vainqueur. T'es nul, toi, en fait, t'es nul. Mais ne vous inquiétez pas, notre collègue Sébastien Vettel revient au Grand Prix d'Australie. Alors, il revient surtout pour casser des voitures. Il fracasse son Aston Martin juste avant la séance de qualification. Et durant la séance de qualification, son coéquipier Lance Stroll décide de faire un magnifique bisou à Nicolas Latifi. C'est beau l'amour, putain, c'est beau. Ça permet à Aston Martin d'avoir suffisamment le temps de réparer la voiture de Vettel pour l'envoyer en qualification. Mais il n'y aura pas de miracle car Vettel termine 18e à 9 dixièmes du 17e. Bon retour Sébastien, bon retour, ouais, bah, je pense au repart, c'est plus simple. Et pour la course, bah voilà, ils se crachent dans le mur quoi. Donc par la suite, ils vont travailler, ils vont optimiser le package, ils arriveront à marquer quelques points. Mais le rythme là, il est pas là. Mais au Grand Prix d'Espagne, Aston Martin apporte une version B qui ressemble étrangement à la Red Bull. C'est bizarre, hein, ouais. Surtout que Dan Fallows, un ancien ingénieur de chez Red Bull, a quitté Red Bull par Aston Martin. En fait, la version B de l'Aston Martin, c'est une canette verte de Red Bull. Voilà, je le dis. La version B va améliorer les performances de la voiture. Ça, c'est cool. Mais les podiums, il faut pas espérer. Et les victoires, t'oublies. Et Vettel, après le Grand Prix de Hongrie, décidera de prendre sa retraite. Il n'a plus du tout envie de continuer dans un projet qui s'embourbe. Sur la fin de la saison, grâce au nouveau package, il fera quand même de bonnes performances, notamment au Japon, en se qualifiant en Q3, qui démontre clairement que son talent n'a pas disparu. Ou encore le magnifique dépassement de Vettel sur Magnussen au quota par l'extérieur, incroyable, vraiment. Et pour son dernier Grand Prix de Formule 1, Vettel marquera des points. Après sa carrière de Formule 1, il n'est pas resté avec les bras croisés, il a testé la Porsche 963, et en plus, c'est qu'il n'a pas fait juste un tour en mode oui, voilà, je teste, non, il a fait plus de 100 tours. Allez Seb, on le sait, viens dans la Sarthe pour gagner les 24 heures du Mans avec Porsche. Voilà, comme ça, un Allemand qui gagne en France, bah non, c'est pas bon là, parce que les mauvais souvenirs. Non. Vettel, c'est un homme entier qui est aimé et adoré pour ses combats contre la FIA, le racisme ou l'écologie. Il restera un pilote entier qui a marqué ce sport pour l'éternité. Merci pour tout. J'espère que cette vidéo sur Vettel vous a plu. Voilà, donc j'ai pas tout raconté, j'ai vraiment voulu raconter ça en mode fan, vraiment fan. Voilà, j'ai aimé Vettel, je l'aime encore. Hein, voilà, Vettel, faisons des enfants. Putain, mais il vient de tout niquer là. Et nous, on se donne rendez-vous dimanche pour parler de Formule 1, encore une fois, la pire grille imaginée par mes soins. Donc on va partir loin, vous me connaissez. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, buvez de l'eau, je l'ai dit 45 fois, faites attention à vous, c'est important. Salutations.